Très bien. Alors, bienvenue à tous. Je pense que vous savez peut-être un petit peu de quoi on va parler, un petit peu de souveraineté aujourd'hui. Mais finalement, je pense qu'on est dans une période où la souveraineté, c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec tous ces États qui essaient de se mettre sur la gueule. Mais la souveraineté dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus au niveau personnel, au niveau de vos propres choix. Bonjour, bienvenue. Il y a encore 2-3 chaises à droite à gauche. Cette souveraineté-là, vous avez tous une idée de ce que c'est? Ça vous parle pas? Être souverain, c'est faire ses choix sans l'influence plus ou moins gentille, plus ou moins passive de quelqu'un d'autre ou d'une force extérieure. Et cette souveraineté à titre individuel, vous m'entendez tous parce que j'ai une petite voix en vérité, hein, c'est bon? Cette souveraineté à titre individuel, on l'a pas tous. On l'a pas tous parce qu'on a des cadres autour de nous qui sont des cadres légaux, des dogmes, des croyances, des familles qui nous aiment, et d'autres parties des gens qu'on connaît qui sont jaloux, et tous vont essayer d'en aller de leur vérité, de leurs conseils pour pouvoir vous emmener vers ce qu'ils voudraient bien que vous expérimentiez. Alors non. D'accord? Vous pouvez prendre un exemple qui est très répandu dans les maladies, c'est que vous avez une personne qui va choisir un axe de soins. Il y en a plein des axes de soins, il n'y a pas que la chimie, il y a des gens qui vont se dire moi je vais me retirer, je vais méditer avec une clique par là-bas, d'autres ils disent moi je vais aller voir ce bonhomme qui fait de la naturopathie, je vais essayer une nouvelle façon de m'alimenter, d'autres ils se mettent au sport, d'autres ils se mettent au jeûne, il y a plein de choses. Et vous avez une famille derrière, une famille qui est aimante et qui est un peu préoccupée suivant la gravité de la maladie, qui va peut-être avec beaucoup d'amour et de bienveillance chercher à dire oui t'es sûr, tu ferais mieux d'aller voir le médecin, il t'a dit que c'était grave, t'as peut-être pas trop le temps, faut pas réfléchir à aller faire du jeûne ou je sais pas quoi, ou avec ton équipe de perchés là-bas, ça serait peut-être bien que tu fasses attention. Et donc là notre souveraineté, notre libre choix, notre libre arbitre, il est éprouvé. On sait ce qu'on sent, on sait ce qu'on veut, mais on voudrait bien aussi faire plaisir à tout le monde. On voudrait bien ne pas faire peur à tout le monde. C'est lourd énergétiquement à porter, ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu de près ou de loin, cette situation, mais c'est quand même assez lourd à porter. Donc la souveraineté, comme je vais essayer de vous en parler aujourd'hui, ça va, ça vous dérange pas? Comme je vais essayer de vous en parler aujourd'hui, c'est une souveraineté sur ce point-là, sur qu'est-ce qu'on peut faire nous pour finalement, comment je vais dire, user de notre libre arbitre et de notre libre choix. Alors, le libre choix, le libre arbitre, c'est quelque chose, tout le monde a entendu, ça c'est une notion que vous connaissez tous. C'est quelque chose qui, pour moi, si je dois y donner un mot, c'est notre espèce de pouvoir originel et qui n'est soumis à aucune contrainte quelle qu'elle soit. Ça appartient pas aux lois, ça appartient pas à quoi que ce soit, mais normalement, n'importe quel être vivant, qu'il soit un animal ou qu'il soit un être humain, il a le pouvoir de choisir s'il va aller à droite ou s'il va aller à gauche. C'est quelque chose qui a été très lourdement affecté, ce pouvoir-là, parce qu'au cours de notre existence, et je parle de générations, je parle de milliers d'années, il y a tout un tas de choses qui se sont mis en place, des dogmes religieux, des dogmes politiques, et tout ça, c'est des choses qui vous ont appris qu'est-ce qu'était un bon ou un mauvais comportement. Ce bon et ce mauvais comportement, c'est un petit peu comme une épée de Damoclès qui pointe au-dessus de notre tête, qui dit qu'on va être noté. Alors, sans partir dans l'aspect très religieux où on se dit alors là carrément on sera jugé à la fin et puis ça sera soit en enfer soit au paradis, mais il y a quand même une notion de est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal. Et vous verrez qu'il y a des fois certaines choses que vous pensez faire bien dans votre conscience, dans votre comportement envers les autres, mais qui vis-à-vis de la loi est mal. D'accord ? Par exemple, si vous ôtez la vie ou vous blessez sérieusement quelqu'un qui est un désastre dans une salle et qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens qui les blessent avec une arme, et que vous-même, avant que les autorités arrivent, vous arrivez à le maîtriser et vous lui cassez une jambe ou je sais pas quoi, dans votre conscience, vous avez fait bien, vous avez évité que le carnage continue, mais au niveau de la loi, c'est vous qui aurez des problèmes par après. L'Église, elle va vous donner d'autres petites choses qu'elle va vous imposer, qui vont faire que ce que vous pensez être bien n'est pas forcément bien, et ce que vous pensez être mal n'est pas forcément mal. Et puis quand on regarde l'exemple qu'il donne, des fois, c'est très très paradoxal et contradictoire. Bonjour. Vous avez été obligé de venir à côté de moi. Hein. Ça fait le pétoche ici. Hein. Bien. Alors,
Cette souveraineté, ce libre choix, ce libre arbitre, c'est un petit peu des synonymes, tout ça, c'est quelque chose qui va vous mettre, vous, tous autant que vous êtes, que vous en soyez conscient ou pas, dans un état d'être. Vous avez probablement entendu parler de cette notion de fréquence vibratoire. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, tu vibres bien, tu vibres mal, ça vous parle? Cette fréquence vibratoire, elle est réellement quelque chose que vous animez en permanence dans votre vie. Vous n'êtes que vibration. Pour ceux qui ont étudié un petit peu ou regardé de près ou de loin tout ce qui est quantique, cette physique-là, elle explique que vraiment toute chose est vibration. Quand on dit quand on décompose, si je prends n'importe lequel d'entre vous, que je le coupe en deux, que je l'ouvre et que je regarde les cellules, je vais pas le faire, mais si je devais le faire, et que je regardais très profondément, je verrais à la fin des atomes. Après, sous les atomes, il y a encore des choses. Mais ces atomes, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, vite fait, comme ça, d'un atome. Un atome, c'est une espèce de petit truc très vibrant, d'accord, fait de différentes petites particules qu'on peut nommer des protons, des machins, ça dépend des atomes qu'on va avoir, mais c'est de la vibration pure, et ces petites particules, si vous les observez, elles ne se touchent pas, et elles sont... Allez, on va faire un truc grosso modo comme ça, imaginez une boule dans laquelle il y a 2-3 petites billes qui vont dans tous les sens, comme ça, qui bougent, qui vibrent. Ça vous parle, ça? Vous avez déjà vu dans une émission qui passe cette chose-là? Ok. À l'échelle de notre système solaire, par exemple, ces atomes, ils ont plus de distance entre eux, dans l'espace de cette boule, en proportion, que notre planète est éloignée du Soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le scientifique qui regarde ça et qui observe que toute chose est faite d'un tas de particules, dont ces atomes, s'aperçoit qu'on est fait de choses vibrantes, mais qui, en plus, ne sont pas en contact, elles ne se touchent pas. Ce qui devient un petit peu fou à notre échelle, parce que quand on prend le volant de notre voiture, on sait que toutes les pièces de nous sont collées et qu'on le tient. On peut pas se dire non, t'inquiète, il n'y a aucune partie de moi qui se touche. On se sent collé et lié. On est d'accord. Enfin, vous tous, ça vous arrive de pas sentir ça ou bien Normalement, on se sent collé et lié, on se sent en une pièce. Alors qu'en vérité, il n'y a pas une seule particule de nous qui se touche. Donc, si on regarde et qu'on décompose le vivant, peu importe qu'il soit minéral, végétal ou animal, d'ailleurs je pense que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler aussi de certaines thérapies qui sont faites par les minéraux, la lithothérapie ou d'autres choses. Bon qu'est-ce qui fait d'une pierre qu'elle ait telle vertu ou telle propriété? C'est son taux vibratoire. Il y en a qui vibrent comme ci, d'autres qui vibrent comme ça. Donc il y en a certaines qui seront intéressantes pour l'ancrage, d'autres pour le lâcher prise, d'autres pour la confiance en soi, d'autres qui vont éloigner les énergies qui nous seraient néfastes. Ça vous parle ça, hein? D'accord. Vous vibrez, et vous vibrez en fonction de ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, ce que vous faites, ce que vous pensez, que vous le vouliez ou pas, en permanence, 24/24, sauf quand vous êtes inconscient, vraiment, c'est vous qui choisissez quelle est l'expérience que vous faites de ce qui vous arrive. Je vais aller dans des retranchements au cours de cette conférence qui peuvent en déranger certains, je le comprends, mais quand je vous dis que vous êtes responsable de ça, de cette fréquence, de votre état d'être global, je parle de physique, mais je parle de mental et je parle même d'émotionnel, je le pense et je le dis et je l'explique sur tous les plans. Ça concernerait même un éventuel viol que vous avez pour vous subi. Sur toutes les parties de nous, on a des façons de réagir, on a des façons de penser qui sont, il y en a aucun d'entre vous, je sais pas combien on est, une petite cinquantaine là, il y en a aucun d'entre vous qui va réagir pareil. Il y en a, je vais leur faire bouh, ils vont avoir peur, d'autres je vais leur faire bouh, ils vont me faire, tu vas bien? Ils vont pas réagir pareil. Pourtant le bouh, c'est le même bouh. Mais qu'est-ce qui fait que certains vont faire et d'autres vont faire calme-toi? Ça veut dire que la chose qui arrive, peu importe la gravité, l'ampleur, la taille de cette chose qui arrive, elle est ce qu'elle est. Mais l'expérience que vous faites de cette chose, elle est ce que vous en souhaitez. Si vous êtes bien conscient sur ce point-là. Si vous n'êtes pas forcément conscient et que vous laissez la vie aller comme ça, elle est ce que vous en souhaitez inconsciemment. Donc là, vous pouvez commencer à subir un petit peu votre état émotionnel. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore une petite... Bien sûr. Oui. Il y en a qui se sont proposés d'en prendre sur leurs genoux. Non, venez, il y a 2-3 places. Donc en gros, c'est ok, il y a une chaise là qu'on peut rajouter au besoin. Ok, donc en gros, ça veut dire que ce que vous vivez, alors il y a des choses, on se pose pas de questions, hein, les 3/4 des choses on se pose pas de questions, mais ce que vous vivez, c'est finalement l'expérience que vous en faites, c'est finalement vous qui la choisissez. Alors, je vais essayer de vous donner certains exemples pour essayer d'illustrer tout ça, parce que on est bien d'accord, moi je suis dans l'accompagnement, les gens que j'aide, c'est pas des gens qui pètent la forme et qui vont super bien quand ils arrivent, ils ont plutôt l'impression d'avoir subi des choses qui leur conviennent pas trop et qui veulent changer, que de me raconter leurs vacances extraordinaires aux Maldives, on est bien d'accord. Donc en général,
Si je leur dis c'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive et qu'on me parle d'un inceste ou d'un truc comme ça, on me regarde avec des gros yeux, on me dit t'es sérieux là? C'est comme ça que tu comptes m'accompagner? Et malheureusement oui, je peux pas vous parler de souveraineté, je peux pas vous parler de votre pouvoir premier, je peux pas dire à chacun d'entre vous que vous êtes un être créateur si je laisse un pouvoir au-dessus de vous. Pour moi, ça me concerne, j'espère que vous avez vos propres visions, mais ça doit y rejoindre. Pour moi, la vie, on parle de Dieu, on parle d'univers, on parle de la source, on parle de plein de choses. Cette chose-là, c'est pas un personnage barbu sur un trône, c'est pas comme ça que je le conçois, c'est une énergie créatrice, source de toute chose. Cette chose-là, je la compare à un océan, et toutes les choses qui vont vivre au sein de cette matrice divine sont les gouttelettes de cet océan, sont ce qui le compose. Donc vous, moi, l'arbre qu'on a dans le jardin, notre chien, notre chat, sont différentes gouttelettes qui ont différentes apparences, avec un agencement de leurs cellules et de leurs particules qui est fait différemment, qui expriment finalement ce qu'on appelle Dieu. Vous êtes un peu tous dans cette pensée-là? Vous avez d'autres façons de voir les choses? Il y a quelqu'un qui veut dire non? Oui. On s'entend sur ce concept? Ok. Ça veut dire que finalement, ce qu'on appelle ce Dieu, on va dire Dieu, c'est le plus simple, c'est le plus connu, ben, c'est vous. Enchanté, Dieu et déesse que vous êtes, c'est vous. Donc ça veut dire que tous, avec votre pouvoir créateur, vous pouvez faire des choses qui sont incroyables. À la limite, le problème, il n'est pas là. Je pense que ça, c'est même pas dur à avaler. Le problème, il est que, quand c'est que vous en avez la maîtrise? Comment? Qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez plus à un certain moment? Eh bien, on a un petit avantage par rapport à certains animaux, certains végétaux, nous les êtres humains, c'est qu'on a un système de pensée, un cerveau, qui est peut-être un poil plus élaboré, un petit peu plus exigeant avec lui-même, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne quand même un petit peu différemment. On établit un langage qui est quand même différent de celui des animaux, pas forcément plus compliqué, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais l'intelligence, elle est mesurée par la difficulté d'un langage, par exemple. On mesure un être, où que ce soit, on mesure un être et son niveau d'intelligence par la difficulté de son langage. Et sur Terre, on n'est même pas ceux qui avons le plus difficile. Il y a les cachalots, il y a les baleines qui ont des langages plus complexes que nous, avec des intonations différentes. Si on devait leur mettre un alphabet, des syntaxes, ils auraient une richesse qui est 3-4 fois ce qu'on fait nous. Et étonnamment, ils n'ont pas pour autant développé des technologies ou cherché à faire des habitats ou mettre un chauffage au fond de la mer ou une climatisation en surface. Mais malgré tout, ils seraient, vu la complexité de leur langage, plus aboutis que nous à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils communiquent mieux que nous. Ils ont des concepts plus grands. C'est incroyable à croire, hein. Sans technologie, on peut se développer dans une façon incroyable sans pour autant passer par la technologie. Bon, pour en revenir à ce pouvoir que vous avez, c'est une forme d'intelligence et cette intelligence-là, elle va être soumise à plusieurs choses. Bon, il y a le référentiel d'expérience. Il y a la carcasse de ce que vous êtes. Soit vous êtes un petit frelé qui est un petit peu peureux, soit vous êtes un gros costaud qui est carrément courageux, et au milieu de ces deux extrêmes-là, il y a tout un tas de personnes différentes avec leurs propres qualités, leurs propres faiblesses. On a un référentiel d'expérience qui est très en lien avec notre vie, comment ça s'est passé à l'école, comment ça s'est passé avec nos parents, comment ça s'est passé avec je ne sais pas quelle aventure qui vous a construit dans cette période où vous étiez jeune. On a les croyances, alors là on y est un peu moins soumis, mais à certaines époques dans les villages, tout le village nous regardait si on n'était pas à la messe le dimanche matin. Et si on était à la messe le dimanche matin, pas dans notre village, même là c'était faux, on nous regardait. C'est pas là que tu dois te confesser le dimanche matin. Donc bon, ça a évolué, mais il y a tellement de choses et on est tellement, qu'on le veuille ou pas, implicitement ou pas, on est tellement soumis au quand dira-t-on. Ça vous parle, le quand dira-t-on? Hein? Quand on a notre gamin qui nous fait une belle grosse merde en plein milieu du centre commercial, peu importe la nature de la merde, que ce soit cracher sur quelqu'un, voler une voiture ou piquer un bonbon. Moi, mon gamin, il s'amusait au déner à croquer les 2 nuts que je voulais pas lui acheter, puis reposer la suite comme ça, et puis jusqu'à qu'un jour, la dame du déner me dise, on a quand même filmé, c'est lui qui nous les entame un petit peu, puis qui les remet en rayon. Bon, moi, j'étais pas conscient, mais il y a des choses comme ça qui se passent, et on aimerait à ce moment-là avoir un comportement avec notre enfant. Alors, j'ai rien fait parce que je l'ai pas vu sur le moment, je l'ai appelé plus tard. Mais si ça m'arrivait, je devrais avoir une réaction. Et suivant la gravité de la chose, ma réaction, elle devrait être proportionnée. On peut imaginer aller jusqu'à une fessée pour un truc qui est quand même costaud et qui mérite vraiment un électrochoc, comme un simple mot doux et accompagnant pour un petit truc qui est juste une mauvaise compréhension. Il y a un petit peu ce spectre des choses-là. Mais imaginons que vous en soyez à la chose qui mériterait selon vous une fessée. Mais que vous êtes là, à la COP, et qu'il y a 20-25 personnes autour de vous. Est-ce que vous allez tout de suite, spontanément, ne pas tenir compte des gens qui sont autour de vous, agir, mettre la fessée et lui dire, toi, tu vas passer une sale soirée, je peux te dire que tu vas aller au lito, puis tu vas réfléchir, ou
est-ce que vous allez vous contenir et essayer de régler ça plus tard à l'abri des regards? Vous pensez comme elle? On va essayer quand même de s'isoler. Bon, en soi, pas de problème, je juge pas ça, et quand bien même je jugerai, j'y pose pas de verdict, il n'y a pas de condamnation à cette chose-là, mais c'est quand même quelque chose qui fait qu'à un certain moment, pendant un laps de temps, peu importe la longueur de ce laps de temps, il fait que vous n'êtes pas souverain. Vous êtes soumis à une influence extérieure. Cette influence, là on parle juste sur le cas d'un problème à la COP, un micro, peu importe, hein, mais ça peut être dans une prise de décision importante, pour une réorientation professionnelle, d'accord? Tout d'un coup, vous avez un petit peu une idée utopique et vous n'êtes pas suivi par la famille, par le compagnon ou la copine. Ça peut être dans une décision de se soigner d'une manière ou d'une autre. On vous annonce un truc bien méchant, un cancer qui va pas vous laisser trop de chance. Et là, tout d'un coup, vous qui avez été, je sais pas moi, banquier toute votre vie, avec la petite cravate bien serrée, le manche à balai rentré par là où vous savez qui vous tient tout droit tout du long, ben là, tout d'un coup, vous vous dites non, je vais vivre en fait, parce que j'en ai marre de me péter la tête là avec des budgets, avec des trucs qui me rendent tendu. Je souris jamais quand je rentre à la maison, je suis toujours claqué. Le week-end, j'ai pas de temps pour moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est des trucs qui sont inintéressants pour les autres. Mon langage d'activité professionnelle, finalement, il correspond qu'aux gens qui font le même job, sinon je m'emmerde dans une soirée, et si je veux essayer de parler de la bourse à tout le monde, ils comprennent pas, c'est un peu comme un médecin, voilà. Donc finalement, je suis très isolé, et là on m'a dit, écoute mon gars, t'as plus que 3 mois à vivre, selon comment tu t'y prends, il y a de fortes chances que moi je fasse le rêve que j'avais depuis longtemps. Prendre un chevalet, une toile blanche, me mettre à poil au milieu d'un champ, et peindre les vaches qui y sont. J'ai jamais osé le faire, mais bon, finalement, s'il me reste que 3 mois, j'en ai rien à foutre. Oui ou non, on peut penser comme ça? On est d'accord. Mais il nous faut cette espèce de gros coup de pied aux fesses monumental qui mette notre vie en danger pour qu'on s'autorise peut-être à se dire « j'en suis ». C'est presque dommage qu'on en arrive là. Donc, tout d'un coup, vous avez une carrière, une activité qui a duré longtemps, ça se passe bien, c'est nickel, et puis il vous arrive le besoin de prendre une décision de changement ou pour une maladie que vous voulez soigner d'une façon qui n'est pas forcément conventionnelle. Et là, il y a toutes ces choses qui vous pèsent à côté, la peur de votre famille qui dit mais non, s'il te plaît, fais la chimio, fais la chimio. Non, mais moi je vais essayer le jeûne, écoute, j'adhère à ça, la chimie. Non, alors là, vous allez avoir tout un tas d'avis divergents. C'est ok, il n'y a pas de souci, on peut échanger, on peut partager. Mais vous, où vous allez vous placer, à quel point et à quel moment vous serez vraiment souverain? Est-ce que vous... on est entre nous, c'est une petite salle. Est-ce que vous pensez tous, ici, au moins une personne, qu'elle lève le doigt, être souverain intégralement tout le temps? C'est pas évident, hein? C'est pas évident de pouvoir avoir ce pouvoir-là. Eh bien, ok, je pense pas qu'en sortant de cette salle, ça ira mieux, je vous le dis tout de suite. Mais je vais essayer de voir avec vous, un petit peu en finesse, qu'est-ce qu'on peut quand même faire pour changer ça. Parce qu'on peut faire évoluer ça. Il y a, et c'est déjà en vous, vous le savez déjà, mais en fait, je vais rien vous apprendre, je vais vous rappeler des choses aujourd'hui. Il y a un truc qui est un peu une évidence, c'est que vous avez le pouvoir de choisir qu'est-ce que vous faites d'une chose. C'est-à-dire, vous faites l'expérience d'une interaction avec quelqu'un comme vous le voulez. Pourtant, autant vous que moi, depuis ce matin que vous êtes levé, je pense qu'il y a au moins 50, 60, 70, 80% des choses que vous avez fait qui n'étaient pas aussi spontanées et authentiques que vous l'auriez voulu. Par politesse, station essence, avec votre fils, votre mari, j'en sais rien. Il a pu se passer des trucs qui sont pour vous subtils, mais malgré tout, même dans ces trucs subtils, vous n'avez pas été pleinement authentique. J'imagine que si vous étiez pleinement authentique, vous ne seriez pas pour autant insupportable, invuvable et rustre, et que vous n'auriez pas tout le monde se faire foutre. Mais quelque part, un petit peu plus souvent quand même, non? Poliment, va te faire enculer. Non, ça peut se passer comme ça de temps en temps. J'ai besoin de te dire non à toi pour que je puisse me dire oui à moi de temps en temps. On a besoin de temps en temps, mais on le fait pas, et on le fait pas suffisamment. Eh bien, je vais vous montrer à quel moment vous avez peut-être même pas pensé que c'était possible d'être vraiment pleinement vous, et comment le faire. C'est un peu biaisé parce que vous l'avez vu dans les formations que je vous ai données, mais il y a... On va prendre pour exemple quelque chose comme ça. On va être un peu vulgaire, on va être un peu rigolo quand même, on n'a pas besoin de s'ennuyer dans cette séance, dans cette conférence. Imaginons que vous avez un petit rendez-vous galant le soir, d'accord ? Vous les dames avec vos chéris, vous les hommes avec vos chéris. Vous avez un petit rendez-vous, mais le petit truc picobello, hein. Petite tenue, lingerie, les pétales de rose, comme on l'imagine. La soirée qu'on s'offre, un peu exclusive, qu'on n'a pas souvent.
Il y en a certains, ils disent, je sais pas de quoi tu parles, ah, bah, c'est quoi? Mais imaginons que vous ayez ça. Et ça se passe comme vous le voulez. Vous arrivez, effectivement, votre chéri est dans la tenue la plus attrayante que vous puissiez imaginer, il y a les pétales de rose, apparemment, il a été voir un bon traiteur ou elle a été voir un bon traiteur, le petit truc qui sent là, comme ça, dans la cuisine, bah, ça donne bien envie, vous avez préparé une petite bouteille de ce que vous aimez, champagne, aigné, peu importe ce que vous aimez, et puis ben, cette soirée se déroule bien. Elle se déroule bien, elle est peut-être même un petit peu mieux que ce que vous en imaginiez. Il y a un truc magique dans l'air ce soir-là. Ça se finit au lit, des galipettes, des câlins, un peu de tendresse. Il y a même la chance que le lendemain matin, je sais pas, il devait y avoir pris une option sur la soirée, le lendemain matin, vous avez le petit déj au lit, avec un gros bisou dans le cou. C'est pas tout le temps, hein. Ben, vous l'avez. Bon. La nuit est finie, le lendemain, on va retourner à son activité, on est d'accord, hein, on bosse la plupart du temps. Donc, vous allez vous habiller, tac, 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 mettre la veste, prendre votre bagnole, et puis vous allez repartir travailler, ou je sais pas, emmener les enfants à l'école, peu importe. Normalement, vous êtes bien reposé. Elle était chouette cette soirée, elle vous a mis dans une vibration qui est chouette ou pas? Qui c'est qui a dit non? Il y a quelqu'un qui a dit non? Comment ça? C'est quoi ça? Ok, bon, normalement, on se sent bien, on se sent frais, léger, on se sent conquérant. Nous les mecs, en tout cas, on est un petit peu comme ça le lendemain matin. Les filles, je sais pas, mais je pense que ça doit y ressembler. Hein. C'était un peu comme ça, on se dit, ouais, c'est cool, on reprend confiance en la vie, quoi. Les hommes sont pas tous des connards, tout va bien. Ok. Donc, on se met en route dans notre voiture, et là, au premier cédé le passage, il y a un mec qui arrive en moto, mais vraiment fort, hein, dans le village. Tellement fort que, bah, il y a eu un truc, vous avez réagi vite fait, il a failli vous arracher le capot. Normalement, là, bon, là, vous êtes bien reposé, tout va bien, vous êtes même pas en stress, mais vous vous dites, waouh, il est dangereux, celui-là. C'est un peu ça qui va se passer. Oui? Il y en a qui réagiraient autrement? Ça m'étonne même pas de toi, en fait. Ça me m'étonne tellement pas. Il y en a qui réagiraient autrement, mais pas forcément comme elle, là-bas. En considération de la soirée que vous avez passée, de la fraîcheur du matin dans laquelle vous êtes, tout va bien, vous réagiriez plus que ça, ou c'est simplement « quel fou, il est dangereux », en gros? Plus que ça? Dans le camp à Carreau. Ok, mais ça va pas être sortir de la voiture avec la machette et aller courir après dans toute la rue pour le couper en deux, le bonhomme. On se comprend. Ça va pas être hyper excessif. Ça va être 2-3 mots, 2-3 noms d'oiseaux, et puis... hein? Ok. Bon, on refait cette soirée. Vous avez pas eu les pétales de rose. Il n'y avait pas la lingerie. Il n'y avait pas la musique et l'odeur. Elle vous a donné envie de faire demi-tour dès que vous êtes rentré. Peu importe que vous soyez l'homme ou la femme dans le couple, ou des couples qui se forment autrement, mais ça s'est pas passé du tout comme ça. Par contre, il y a 2-3 factures préoccupantes dont il faut qu'on discute le soir même. Il y a du retard, il y a des intérêts qui se sont ajoutés à ces trucs parce que, putain, mais je t'avais dit de l'envoyer ou pas? Mais t'as où la tête? C'est 75 balles de plus, c'est 150 ou 200 balles. On a une amende de 2500 de plus pour cette connerie. Vous connaissez ça, vous avez déjà vécu ce genre de truc, hein? Ça se passe comme ça. Vous allez vous coucher dans le lit, il y a une expression qui dit ça, je l'ai oublié maintenant, c'est cul tourné, ou je sais pas comment on dit quand chacun... Hein? À l'hôtel, on dit comme ça, ça vous parle? Donc vous allez vous coucher, vous regardez un mur de la chambre, l'autre regarde l'autre mur de la chambre, et dès qu'on touche un petit peu une fesse... Voilà, ça se passe comme ça, l'ambiance elle est comme ça, avec un grognement ou un truc, peu importe. Et le lendemain matin, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bisous dans le cou, ton café, tu peux te brosser, c'est ça. Et puis vous prenez la voiture sans aucune considération, vous arrivez au cédé le passage, et voilà notre motard. Mais non, il a failli vous arracher le capot. Est-ce qu'il a le droit à juste, il est fou celui-là, il est dangereux? Ou est-ce que là, tout d'un coup, celui-là, vous avez envie de lui mettre une tartine de tout ce qu'il y a de la veille, là? Limite, d'enclencher la première, vas-y, mais je vais te montrer comment on fait, et puis on va l'écraser. On est déjà plus dans une proportion de... si on le flinguait. Ouais, on est d'accord, ça ressemble à ça, hein? Ok, mais si on regarde, ce motard et sa façon de vous mettre en danger, de se mettre en danger lui-même, c'est exactement la même dans les deux cas. Je vous en faisais référence tout à l'heure, hein, mais c'est exactement la même dans les deux cas. Ça veut dire que, pour une fois, vous pouvez réagir assez calmement, c'est pas diabolique ce que vous avez en tête, et la deuxième fois,
Suivant comment ça se passe et l'interaction que vous pouvez avoir avec ce bonhomme, si vous arrivez à lui faire une queue de poisson et de l'arrêter devant votre capot, ça pourrait partir dans des engueulades, des folies, des coups de pied dans le rétro, ou je sais pas quelle connerie qu'on va faire quand on est un peu con. Oui, on est comme ça. Hein. Ça me rassure quand vous dites oui. Je ne dois pas être le seul en fait à péter un plomb, mais on est un peu comme ça. Merci. Donc, si ça se passe comme ça, c'est encore une fois pas à cause de cette chose qui s'est passée sur la route, mais c'est à cause de votre état d'épuisement, de fatigue, de bien-être. Vous savez faire les deux choses. Vous êtes même surpris, avec des exemples qui ressemblent à ça, à avoir réagi de deux façons. Non, je pense que ça vous est arrivé. Et finalement, vous n'avez pas réagi du tout pareil. Qu'est-ce qui était comme concours de circonstances en place pour que tout d'un coup vous pétiez un plomb avec votre fils, votre mari, votre copain, un ami, le job ou je sais pas quoi, ou que cette fois-ci vous laissiez couler et tout va bien. Hein, tout s'est bien passé, j'ai gagné 2500 balles au loto aujourd'hui, moi je suis d'une humeur, je sais pas quoi, vas-y, je passe sur tout. Et puis quand c'est pas des jours comme ça, la même chose, c'est tu te fous de ma gueule, toujours pareil avec toi, et on réagit pas pareil. Donc ok, ça montre bien que au départ je vous en parlais d'une personne à une autre, on n'a pas tous la même façon d'accueillir la chose, mais de vous-même à vous-même, vous voyez bien que vous réagissez pas toujours pareil pour des choses qui sont ressemblantes. C'est votre pouvoir. Sauf que là, ça se fait de façon inconsciente. Vous vous subissez en fait. Vous-même, dans vos propres réactions, vous subissez. Est-ce que vous avez conscience de ça? Si on pousse un petit peu le jeu, alors pour moi c'est un jeu, le jeu du vivant, le jeu du... Alors c'est pas le contrôle du soi, style contrôle mental, où je veux tout gérer et tout, mais si on pousse un peu, je sais pas, l'accomplissement de soi, on va dire ça comme ça, c'est joli, d'œuvrer sur soi, de s'accomplir, on peut se dire, et pourquoi je serais pas, en tout cas le plus souvent, la meilleure version de moi-même, celle que je trouve attrayante, charmante, charismatique, éloquente. Moi je m'aime quand je suis éloquent et quand je suis charismatique. Je m'aime un peu moins quand je suis un gros con qui a juste envie de dominer par la bagarre, et ça m'arrive. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour pouvoir faire ça? Je suis impatient d'entendre vos prétextes. Moi, je vous casse un peu le truc, mais j'avais un prof qui me disait les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors là, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Déjà, la nécessité de devoir se lever tous les matins pour aller gagner à peine de quoi vivre un mois, mais pas de quoi s'arrêter le mois qui suit. Pour la plupart, il y en a des plus chanceux. Les obligations, parfois logiques, parfois complètement insensées, auxquelles on répond quand même, parce que de toute façon, tout le monde le fait, je vais pas être le seul utopique en plein milieu de tout ça, qui essaye de retourner tout un système. Les croyances familiales, oh mais tu n'y arriveras jamais, il y en a d'autres qui ont essayé, t'es pas assez grand, t'es pas assez fort, t'es pas assez beau, puis t'as fait quelle étude pour prétendre ça? Vous connaissez ça? On dit qu'on a tous un con dans notre famille, mais vous connaissez ça ou pas? On a tous la tata super adorable qu'on adore, ou bien celle qui est... Enfin non, je ne parle pas des projets parce que elle va m'enterrer avant même que... Bon, on a ça. Hein. C'est ces choses-là, en fait, finalement, que vous pensez, ou pas, mais qui en général sont celles qui vous limitent, ou que vous croyez en tout cas avoir comme limite. Mais ça n'existe pas réellement autrement que parce que vous en faites le choix. Aujourd'hui, ce que j'essaye de vous montrer, c'est pas quelque chose qui demande une discipline incroyable, qui demande de se lever et de prendre 3 heures par jour pour soi. C'est juste un truc qui est gratuit, qui est déjà là en vous. C'est votre souveraineté. C'est votre libre choix. C'est ce qui fait que finalement, vous pourriez, en tout temps, être dans les meilleures dispositions pour être cette meilleure version de vous-même. Et ça, ça ne pourra jamais être occasionné par l'extérieur. Je sais pas qui se connaît ici dans cette salle, j'imagine que vous avez des attaches sentimentales. Moi, je vous adore d'office parce que je suis quelqu'un qui aime les gens. Malgré tout, je vais rien foutre pour votre gueule. Et personne d'entre vous va le faire non plus. Oui. Non, mais c'est vrai. Même si je vous aide, à la limite, vous m'aurez payé pour ça. Mais, dans la vie, on va pas être dans les extrêmes. Hein, notre femme, nos enfants et tout, on est solidaires. On n'est pas à la hauteur de ce qu'on a vraiment besoin implicitement de nous. Ça veut dire que la seule personne qui peut être un bon mari, un bon époux, un bon parent pour soi-même, c'est qui? C'est soi-même. Maintenant, est-ce qu'il vous arrive pas, une bonne partie d'entre vous, je vais sûrement plus aller vers les femmes en l'occurrence, mais est-ce qu'il vous arrive pas d'oublier totalement ça, sans oublier ce concept-là? Je m'explique.
Combien de personnes ici, pour celles qui sont mamans, pour celles qui sont épouses, etc., combien de personnes ici ne se priorisent pas, fournissent des efforts pour répondre à quelque chose qui ne va pas les nourrir eux, mais qui va nourrir leurs voisins, leurs fils, leur mari, leurs parents, pour les rassurer, pour les aider, qui se sentent des gens serviables, des gens sur qui on peut compter, et qui un jour finissent dans mon cabinet et me disent je suis épuisé, j'y arrive plus, je me suis en fait, ça fait 50 piges que je me suis pas écouté moi, j'ai toujours été à répondre à tout le monde, et au final, tous ils ont à peu près la même façon de parler, dire mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Maintenant j'ai un cancer du pancréas, j'ai ci, j'ai ça, et je me suis pas écouté moi. Moi j'appelle pas ça de la dévotion, j'appelle même pas ça de l'amour, malheureusement c'est pas de l'amour. Le vrai amour c'est de faire en sorte de vibrer au mieux, pour pouvoir rayonner quelque chose qui est vraiment, ça doit être un moteur. Et on le prend ou on le prend pas. J'ai jamais vu un seul arbre, et je pense que si vous en avez vu un, vous me le direz, mais j'ai jamais vu un seul arbre, aussi grand, aussi beau soit-il, qui se soit cassé le cul, s'il a un cul, qui se soit cassé le cul à se déplacer pour mettre de l'ombre sur la petite dame qui est là. Non. Tu veux mon ombre, tu viens, il y en a. Oui ou non? Il est là, et c'est les banquiers autour du village qui se sont organisés sous cet arbre parce qu'il produit l'ombre. Mais lui, il se casse pas la tête, parce que s'il doit faire de l'ombre à tout le monde, il se décompose en allumettes, il peut plus rien faire. Il faut qu'il reste un endroit intègre et ce qu'il est, grand, fort et bien ancré. Donc c'est vous qui allez rejoindre cet endroit-là, et vous avez... Combien de gens ici, je sais pas comment vous êtes avec la nature, combien de gens ici aiment les arbres? On n'ose pas trop dire, hein. Oui, moi. C'est merveilleux. La nature, les arbres, moi je leur fais des bisous, des câlins, j'aime bien m'asseoir au pied d'un arbre, j'aime bien méditer au pied d'un arbre. Un arbre, c'est génial. Patchy, si vous le connaissez, mon chien aime bien pisser au pied de l'arbre. Mais bon, quoi qu'il en soit, on aime les arbres, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose pour qu'on les aime. C'est vrai, c'est très passif un arbre. Jamais un arbre vous a pris comme ça, ça va pas Bichette aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il est contre moi. Jamais. Pourtant, il reste apaisant quand même cet arbre. Carole. Bon. Il est apaisant cet arbre, il fait quelque chose de bien, il nous donne une espèce de, je sais pas, de rassurance, peut-être un côté paternel, peut-être un truc, je sais pas, de l'ombre. Quand on le prend dans ses bras, c'est massif, c'est gros, on se sent, je sais pas, tout d'un coup, ça va bien avec un arbre. Eh bien, vous pouvez très bien donner autant de choses, l'arbre c'est un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez donner autant de choses à votre entourage, non pas parce que vous faites en sorte de donner quoi que ce soit, mais parce que vous êtes. Juste vous êtes, il n'y a rien derrière. Ce verbe, il s'arrête là. Vous êtes. Et à la base, vous êtes des particules divines, des espèces de... Comment on pourrait dire ça? Des lumières, comment vous voudriez appeler ça? Poussière d'étoiles, très bien. Quelque chose d'extrêmement lumineux, l'expression même du divin. Si Dieu est quelque chose, il est nous-mêmes, nous tous, qui faisons l'expérience de ce qu'il est. Oui? Comme ma main droite, mon pied, mon nombril sont l'expression de ce que je suis moi. Ouais. Comme l'arbre, si je suis vraiment ça, si je suis vraiment rayonnant et lumineux par mon sourire, par ce que je dégage, ma vibration, il y a beaucoup de choses que j'aurais plus besoin de faire pour les gens. Vous avez déjà été dans des endroits où, à côté de personnes, vous n'avez pas forcément à aller chercher quelque chose vers ces personnes ou ces endroits. C'est juste que j'adore être avec. Vous avez déjà été avec des gens comme ça? Soyons honnêtes. Est-ce qu'ils sont parmi les plus ou les moins égoïstes? Et qu'on s'entende sur égoïste. Égoïste, c'est pas égocentrique ou narcissique. Égoïste, c'est recentrer sur soi les choses dont on a besoin. Ça veut pas dire, comme l'égocentrique, qu'on va piquer dans la gamelle d'à côté ce qui nous manque. Ça veut dire juste, je fais déjà attention à moi. Si je suis en bonne posture, un pompier, un sauveteur en mer est un égoïste de base. Jamais le mec qui monte dans l'hélicoptère pour aller dans des creux de 3-4 mètres sauver 4 personnes qui ont échoué d'un valier, s'il a un rhume ou s'il se sent faiblard. Non, c'est moi en premier. Si je veux être efficace, il n'y a pas le choix, sinon on est tous morts. Oui, on discute même pas. La première chose qu'on lui apprend à un sauveteur en mer, j'ai un peu cette expérience-là, je suis passé par là-bas et j'ai vu, ça m'avait fait bizarre lorsqu'on était dans cet apprentissage. Vous savez ce que c'est? Un sauveteur en mer, le mec qui monte dans les hélicoptères et qui va sauter dans les tempêtes, dans les machins, quand il y a un naufrage, quand il y a quelque chose qui se passe mal, qui doit aller sauver des gens, des fois coincés, des fois déjà morts, des fois ceci, des fois cela. Vous savez ce qu'on lui apprend en premier? À sécuriser. J'ai pas entendu. À se sécuriser. Alors, inévitablement, il doit être en bonne condition, d'accord. Mais sur l'intervention, je vous donne un exemple. Grosse mer, froide, un voilier s'est retourné, 2 parents et 3 enfants à bord. D'accord? Les 3 sont à l'eau.
Ils ont des bouées, des gilets, mais ça ballotte. Hein. Il y a des creux de 8 mètres entre les vagues de 4 et les creux de 3. Ça fait vite des grosses choses. Le voilier, d'un moment à l'autre, peut taper la tête d'un de ces gens-là. Et l'hélicoptère, il arrive. Vous imaginez les conditions visuelles. Hein. On est le soir, c'est presque noir. Il y a un spot, il y a de l'écume de partout. Il y a la tension, il y a les gens qui hurlent, mais on les entend à peine dans ce bois. Et on doit les sauver au plus rapidement. Vous avez le contexte un petit peu, mais vraiment, hein, vous l'avez. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. L'adrénaline, elle est là. Pour ceux qui sont dans l'eau, c'est carrément les fouettes. Hein. Mais pour celui qui va sauter, il doit quand même être à son affaire. Imaginons, il est là, il sait exactement ce qu'il fait. On lui a appris, détail par détail, comment ça se passait, quels étaient les risques, qu'est-ce qu'il était capable ou incapable de faire, les capacités mécaniques de l'hélicoptère qui est au-dessus, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut descendre, comment il peut se stabiliser ou pas, suivant le vent, la force des vagues et tout ça, et éventuellement les éventuels, c'est malheureux de dire ça, sacrifices qu'il devra faire, parce que des fois on peut pas sauver tout le monde. D'accord ? Il y a un mec, il a 60 piges, il y a une nénette de 49, il y a 2 gamins de 12 ans et un de 8 ans. Normalement, on va essayer d'abord de sauver les enfants, la femme, et puis si le papy il y reste en dernier, c'est peut-être comme ça que ça doit se passer. On va pas ça se comprend, il y a une certaine logique là-dessus. Eh dans la tête d'un sauveteur, pas vraiment. Parce que là, on n'est pas sur un bowling où il y a différentes positions, on sauve la femme, on sauve les enfants, on laisse le papy, puis voilà. Non, là, on est en mer, ça bouge de dingue, il fait noir, l'hélicoptère va dans tous les sens, il fait de la fumée, il y a des machins de trucs qu'on sait même pas nommer qui sont là, on est complètement désaxé, désorienté dans son agissement, et on va surtout essayer d'attraper celui qui est le plus proche de nous, et un après les autres. Si c'est le papy, c'est le papy. Parce que de toute façon, là, c'est très très grave ce qui se passe, et ils arrêtent pas de bouger en permanence avec ces grosses vagues. Et là, on attrape la maman. D'accord ? On l'attrape. Et la maman, elle voit ces gamins qui sont à 3 mètres d'elle, là, qui hurlent, la gamine de 9 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman ? Mais non, lâchez-moi, ma fille, machin. Elle va réagir comme ça. On est d'accord ? Elle va se débattre, elle va être quelque chose de dérangeant pour le sauveteur. Comment il fait le sauveteur ? Qu'est-ce qu'on lui a appris en premier pour que ça n'ait aucune place dans son intervention ? C'est exactement ça. La première chose qu'on lui apprend à un sauveteur, c'est comment assommer une personne en un coup. Oui, non, je vous ai expérience faite. Moi, je l'ai appris. Comment assommer en un coup une personne pour pouvoir très vite l'évacuer et vite ressauter chercher les autres. Parce que il y a des gens qui, dans une hystérie, et c'est compréhensible, il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas en train de condamner la personne, mais elle a été idiote. Non, là, il y a plus de rationalité. On est en plein milieu d'un océan, on a nos propres enfants qu'on risque de plus jamais voir. Inévitablement, on fait avec ce qu'on a, quoi. Bon, là, boum, hop, on l'emmène et on essaye de sauver les gamins. Vous comprenez ? Eh bien, vous pouvez aussi, dans vos façons de voir les choses, dans vos façons de réagir aux choses, eh bien, avoir des sortes de priorités qui sont un petit peu comme ça, peut-être bizarres à observer chez les autres, mais nécessaires à ce que vous restiez souverain. Ça vous parle, ça ? Ça veut dire que vous allez devoir faire quoi pour pouvoir rester souverain ? Indépendamment de l'aide qu'on peut aller chercher chez un thérapeute ou autre, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien qui est gratuit et qui vous permette d'être dans ces bonnes dispositions, cette façon de pouvoir réagir d'une manière qui est la plus adaptée pour vous. Parce que, encore une fois, peu importe de qui vous êtes amoureux, celui dont vous êtes amoureux ou amoureuse ici ne sait pas ce que vous vibrez en permanence. Il n'y a pas mieux indiqué que soi-même pour savoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Si on sait s'écouter comme ça, avec beaucoup d'égoïsme, mais ce bon égoïsme, ce bon sens, pas l'égoïsme de je passe devant tout le monde et je suis le plus important, on ne parle pas de nombrilisme. Si vous savez ça, il y a de fortes chances que vous soyez dans de bonnes dispositions pour avoir la meilleure version de vous-même qui réagit face à la moto, face au connard à la COP qui passe 3 places devant et qui vous fait encore pas de faire faute, ou soit je sais pas quoi. Vous êtes, c'est ok, moi j'ai pris un temps pour moi en nature, j'ai fait attention, je mange d'une manière qui me donne pas de brûlure d'estomac, qui fait pas ci, qui fait pas ça. Mes relations sont bonnes, j'ai beaucoup de gens que j'aime, je suis serviable et si je peux vraiment tendre la main à l'autre, c'est un grand plaisir. Par contre, jamais je ne dis oui à quelqu'un pour me dire non à moi. Il y a une interaction, il y a quelque chose, mais il y a plus, comme vous le vivez beaucoup d'entre vous, le sacrifice dans l'équation. Parce qu'on a besoin de reconnaissance, nos parents nous ont pas aimés, nous ont pas favorisés, donc on se sacrifie, on cherche cette reconnaissance, on veut être utile, on veut pas que les autres souffrent, on veut pas que notre gamin il fasse ci, il fasse ça, donc on lui fait ses lacets. Ouais, mais il a 14 ans ton gamin, tu lui fais tes lacets, est-ce que tu lui rends service ?
Et après, ça nous retombe sur la gueule plus tard. Putain, mais j'ai toujours tout fait. Celui que je vous parle, qui est dans mon cabinet, qui arrive à 55 piges, il en est là. Mais j'ai toujours tout fait pour eux, je comprends pas. Et aujourd'hui, il se retourne contre moi, je peux même pas voir mon petit-fils, parce que putain... En fait, il a que des regrets. C'est pas que des regrets, mais c'est un constat que ce qu'il a fait avec la plus grande des bienveillances, et l'idée que ça donnerait et que ça payerait, n'a pas été si fructifiante ça. Et en tout cas, les fruits qui en sont sortis sont un peu plus amers que prévu. Parce que ça n'a pas été fait de la bonne façon. Si ça a été fait parce que vous avez envie, parce que vous êtes altruiste et que tout va bien, et que c'est utile, voire même constructif, et qu'il y a un équilibre de oui et de non, parce que pour moi, celui qui sait dire non rehausse la qualité de son oui. Là, c'est bon. Et des fois, on fait une erreur, on est un peu gros con, puis des fois, on a un petit peu la bonne patte. Ok, c'est ok, on est des êtres humains, on est comme ça. Des fois, on est parfumé, on sort de la douche, des fois, on sort des toilettes, c'est pas du tout la même odeur. C'est nous, on est comme ça. Je connais ici, dans cette salle, personne, et je vous connais pas déjà pour commencer, mais j'observe ici, à part elle, c'est une râleuse, Carole, mais sinon, tous les autres, je les connais pas ni gentils ni méchants. Est-ce que j'ai assez médité pour savoir comment je te traite Laisse-moi finir la conférence. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas chez vous, ici, de personnes qui soient plus gentilles, plus douces, plus méchantes ou plus quoi que ce soit. Allez, comme ça, vite fait, très arbitrairement, si je vous prends vous, comment vous appelez? Comment Comment vous appelez? Claudia. Claudia. Enchanté, Claudia. Vous voyez Claudia? Oui. On peut pas imaginer que c'est le catcheur de la salle. Non, mais indépendamment des potentiels, mais je veux dire, si on la regarde, on s'imagine que c'est une femme d'une certaine expérience, plutôt douce, plutôt sympatoche. C'est sûrement pas elle qui risque de me voler ma mobilette ou de me casser la gueule parce que j'ai dit un mot de travers. On s'entend là-dessus? D'accord? Et si on prend vers les deux gaillards là-bas un peu plus costauds et tout, on va se dire peut-être eux, ils ont un potentiel plus affirmé, il faut pas les faire chier. Oui ou non? C'est comme ça qu'on pense. Arbitrairement, comme ça quand on regarde. Bon, ça voudrait dire que potentiellement, si j'en reste à ce constat très pauvre, eux, c'est les costauds, les courageux, et que finalement, elle est la desservie dans cette histoire-là, elle est moins courageuse et moins costaud, parce que la nature lui a pas donné ce potentiel-là. Ça peut tromper. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. C'est que, en fait, tous autant que vous êtes, et franchement, aujourd'hui, il y a une grande variété de coiffures, de visages, de teintes de peau et tout. Tous autant que vous êtes des êtres humains. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est un potentiel infini. Ça veut dire qu'il y en a aucun dans cette salle qui n'est ni honnête, ni malhonnête, ni gentil, ni méchant. Si je vous le dis, je vous le dis comme c'est et comme je le pense. Pour moi, vous êtes tous aussi pourris que merveilleux. Oui, je vous le dis. Et aussi dégueulasse et con qu'intelligent et brillant. Mais ça va se relayer, ça. C'est-à-dire que si je prends un de vos enfants tout de suite, ici et maintenant, et que je le maltraite, je lui fais du mal, ou j'essaye de vous l'enlever, ou machin, sûrement que même Claudia va devenir une lionne. Et là, il faudra que je fasse attention, parce qu'elle va tout mettre en œuvre pour me nuire. Ou en tout cas pour se venger. Aussi bien que le plus costaud ou autre, que je vais mettre face à une attitude de, je sais pas moi, de gratitude, ou va devenir le plus doux des agneaux à un certain moment, le plus reconnaissant. Et nous, on a tous ce potentiel en nous. On sait tous sortir de la douche et se parfumer pour être beau, pour être bien machin, être attrayant. Comme on sait tous sortir d'une journée de sueur en train de refaire des travaux dans la baraque, puer comme je sais pas quoi et on s'en fout de notre haleine. On n'est pas ni propre, ni beau, ni gentil, ni méchant, ni quoi que ce soit. On est finalement tout ça, tout le temps. Donc ça sert à rien de se prendre le chou. Moi je suis thérapeute, moi je suis boucher, moi je suis secrétaire. Non. On est des êtres qui faisons des expériences. On a des activités, ça ne nous identifie pas. Ça ne nous identifie pas. Ça sert à rien de dire je suis banquier. Et puis quoi? T'as pas des enfants toi? Ben oui, si j'ai des enfants. Donc t'es papa ou t'es banquier? Ben, comment ça je suis papa ou je suis banquier? Je suis papa et je suis banquier. Mais une fois t'as fait la cuisine. Ben oui, mais où tu veux en venir? T'es cuisinier. Non, on peut pas s'identifier à tout ce que l'on fait. Ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait et on peut tout faire. Tout. Ce que l'on est, c'est tout ça. J'ai pas compris. Et rien s'il faut. Exactement. On peut choisir d'être quelque chose. Et donc on peut choisir l'état d'être. L'état d'être, il est peut-être l'apaisement, le stress, peu importe, mais il est conditionné par cette façon que vous aurez eu vous-même, sans l'intervention de personne, de savoir à un moment vous considérer autant que vous considérez l'extérieur et de dire non, parfois pour vous dire oui à vous.
sans culpabiliser parce que c'est votre fille et qu'elle déménage. Sans vous mettre une pression extraordinaire parce que c'était vraiment le rush là-bas aux urgences et qu'il fallait que vous aidiez vos collègues. Si vos collègues elles sont dans la merde, c'est pas à cause de vous, c'est à cause du patron qui a une organisation ou de l'entité qui est là, qui a une organisation qui met pas tout le monde dans des bonnes dispositions. Mais dès lors que vous faites quelque chose contre votre envie pour une raison qui n'est pas vous-même, vous vous desservez, vous n'êtes pas souverain. Le problème, et là on va pouvoir en parler parce que vous n'avez pas 5 ans, le problème c'est que au fur et à mesure des années, au fil du temps, tout ce temps que vous êtes ici, mais il y en a plusieurs des choses comme ça que vous avez faites. Bonjour. Si vous voulez la chaise là, n'hésitez pas. Bienvenue. Je reprends pas tout depuis le début parce qu'ils vont me faire la gueule, mais on parle de souveraineté. Donc ça veut dire qu'au fil du temps, il y a certaines choses qui malheureusement sont devenues un peu des automatismes. On fonctionne comme ça parce que on a tendu la main une fois, on nous a pris le poignet, on nous a pris l'avant-bras, puis bon, ça fait 12 ans que je suis dans cette boîte, on a toujours l'impression qu'on peut sauter du jour au lendemain. Puis c'est un peu une réalité, on peut sauter du jour au lendemain, peu importe comment ça se passe. Donc on va avoir des automatismes qui se créent, puis ces automatismes vont prendre une certaine place dans notre identité, puis ça va devenir notre identité. D'ailleurs, combien d'entre vous, si je vous avais pas fait la blague avant, quand je leur aurais demandé quelle est votre profession, on va le faire, même avec la blague avant. Allez, qui lève le doigt? Quelqu'un qui lève le doigt? Merci. Qu'est-ce que vous avez comme activité professionnelle dans la vie? Moi, je suis infirmière. Vous avez entendu quoi comme réponse? Merci. Moi, je suis infirmière. Est-ce que je lui ai demandé qui elle était? Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, moi, je suis infirmière. Alors que moi, je pensais que c'était une femme. Oui, c'est pour ça que c'est infirmière. Vous n'avez pas vu le début de la conférence. Ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes identifié comme infirmière alors que vous êtes probablement maman, épouse, amante, copine et plein d'autres choses. Oui. D'accord? Voire même en retard. Donc, elle n'est pas une seule de ces choses-là, elle est quelqu'un qui peut être tout ça, mais simplement, on nous a appris à nous identifier. Et en plus, comme ça donne des positions sociales, je veux dire, si moi, je suis chirurgien et que j'ai une belle Porsche parquée sur le parking, je sais pas, c'est comme si c'était qualitatif, ça, en plus. Ça fait bien de le dire, je suis chirurgien. Oh, je suis chirurgien, Claudia, attendez-vous. Vous voyez, ça fait un petit peu ça. Non, je plaisante. Je suis pas chirurgien en plus. Enfin, si vous voulez vraiment avoir des problèmes, vous venez voir. Mais non, mais je suis très bon dans ce que je fais, mais pas en chirurgie. Donc, on a cette façon de s'identifier et on va s'identifier comme gentil, comme altruiste, comme serviable, juste à ce qu'on devienne plus qu'une maman, une épouse ou un truc. Et finalement, t'as été marcher un peu en nature cette semaine? Ah non, j'ai pas eu le temps, tu comprends, j'ai ci, j'ai ça. On s'identifie à un espèce d'agenda. Fait qu'on a programmé comme la cafetière, 7h du matin, on commence à chauffer et tout. Mais qui va le faire pour vous? Et encore une fois, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, moi je vais vous demander de l'argent quand vous allez me demander de vous aider à le faire. C'est quand même dramatique. En même temps, je vis de ça. Mais c'est quand même dramatique qu'on en arrive à un moment ou l'autre d'aller voir un professionnel X ou Y pour dire écoutez, j'ai un peu besoin de soutien maintenant. Les choses commencent à se décompter, j'arrive enfin à m'autoriser de venir voir quelqu'un qui peut m'accompagner. Je crois bien que j'ai pas tout fait juste dans ma vie, avec la meilleure volonté du monde. Pourtant, aidez-moi. Ok, là, jusque-là, ça va, c'est faisable. Mais est-ce que vous savez jusqu'où peut aller votre être? Votre être, c'est ce que vous êtes fondamentalement. Ce que j'ai devant moi, c'est que des véhicules. Vous êtes tout un tas de véhicules, des femmes, des hommes, qui sont des véhicules habités de cette particule divine, de cet être divin. D'accord? Certains vont dire, oui, c'est mon âme qui est à l'intérieur de moi. Moi, je dis en général un esprit saint dans un corps saint, donc c'est l'esprit qui s'incarne, et puis qui est l'esprit saint dans le corps, j'espère saint que vous avez, qui fait une expérience. Ce véhicule, femme, homme, costaud, pas costaud, il va de toute façon à un moment arriver à sa date d'échéance, mais ça ne met pas fin à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Et peut-être même que ça n'est pas le premier. Peut-être que vous avez déjà été un mammouth, un scarabée, un homme, une femme, ou que sais-je qu'on puisse expérimenter sur d'autres lieux, d'autres dimensions, d'autres planètes. Et aujourd'hui, tout de suite, ici, et maintenant, devant moi, vous êtes une femme, une fille, un homme, etc. Ok, soit. Mais tout cela,
Ça fonctionne depuis le haut jusqu'au le bas. Si on veut voir ça géographiquement, j'ai pas mon tableau ici, mais normalement, je vous dirais qu'ici, on a ce qu'on appelle la source. Dieu, l'univers, là, peu importe le nom que vous y mettez, mais vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, il y a dessous ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Vous avez déjà entendu parler dans la religion. Donc, esprit, conscience, âme. L'esprit qui est l'individualité, la chose précise que vous êtes. La conscience qui est la somme, donc ce qu'il y a derrière le égal, l'aboutissement, l'enrichissement de ce que vous permet d'obtenir l'expérimentation sur Terre. D'accord ? Je te mets une baffe, tu m'en mets une. Ah bah j'ai gagné en conscience, j'ai compris que c'était pas bien et que j'allais l'avoir en retour. Je te fais un bisou, tu me soutiens, voilà, et ainsi de suite. Je vis un handicap, je vis une impuissance, je vis voilà, peu importe. On vit plein de choses, on les expérimente et on a notre conscience qui en est enrichie. Et l'âme, selon moi, selon mes croyances et mes apprentissages, qui serait l'espèce de disque dur. À mon sens, j'ai pas d'âme, vous n'en avez pas. Il y a une âme, notre âme à tous, c'est le disque dur de tout l'existant. Par contre, votre individualité, ce qui intimement représente ce que vous êtes, c'est votre esprit, ce fameux esprit saint dans un corps saint. Donc, quand on en est là, quand on a une partie de soi qui n'est pas forcément dans le véhicule, palpable et physique, on peut s'imaginer qu'on communique avec ça. Vous avez déjà entendu parler de ce que c'est des méditants, des yogis, des bouddhas, des... Ouais. Ils ont une communication avec... Alors, il y a peut-être même, je sais pas, est-ce qu'entre vous, il y a des gens qui sont des accompagnants, un peu médiums, un peu cartomanciens, qui font du pendule, ou... Il y en a? Ils osent pas le dire? Ouais. Ouais. Donc, on peut dire que certains d'entre vous ont d'autres sensibilités. Ils ont rien de plus qu'on a tous, hein. Certains, ils vont être très forts, ils ont une dextérité incroyable avec leurs doigts, ils vont faire du piano. Moi, j'imagine que d'une main, je serais bon au piano. Dès qu'il faut mettre la deuxième, désynchroniser les deux, je suis pas capable, donc j'ai pas ça. Certains vont avoir la possibilité de lire des cartes, d'avoir une très bonne intuition, et en plus, une façon de pouvoir expliquer à la personne sans trop influencer. Ça va être génial. D'autres vont être à l'aise avec le pendule, d'autres vont aimer le massage. On a tous développé nos propres valeurs ajoutées, si je peux dire ça comme ça. Oui? Bien. Et certains, ils ont développé, alors la femme, vous l'avez plus que l'homme déjà présent, mais ont développé leur intuitivité, cette espèce de communication subtile sans mots, qui est comme une sorte d'évidence. On le ressent. On peut pas le prouver. Personne ne peut le prouver, qu'on se trompe non plus d'ailleurs, mais on le ressent, on a cette intuition. Là, tu me dis quelque chose, il y a un truc qui va pas. Ou alors je devrais pas aller ici, ou alors non, je sens que c'est là que je dois aller. Vous voyez de quoi je vous parle là? Eh bien, c'est avec vos parties supérieures que vous discutez dans ces cas-là. Donc je vous disais que vous avez la source, vous avez votre Sainte Trinité, esprit, conscience, âme, qui, en général, dans les séances que je fais moi, alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter après, mais dans ce que je fais moi, on se met en connexion avec ces parties-là et on obtient des soins, on obtient des réponses, on cause à notre partie divine, notre moi supérieur, qui est l'esprit, la conscience et l'âme, qui vous parle d'une seule voix, une voix commune. D'accord? Ces trois choses vous parlent d'une seule voix. En dessous, vous aurez les corps énergétiques. Vous savez, il y a un niveau énergétique, le corps bouddhique, le corps christique. Vous avez peut-être déjà entendu parler? Ouais? Ouais! Après, il y a les corps éthériques, ça vous parle? Corps émotionnel, corps mental. D'accord? C'est des choses qu'on va retrouver si on connaît un petit peu l'Ayurveda, c'est avec les couches d'aura et toutes ces choses-là qui expliquent un peu comment on fonctionne. Et en dessous, il y a le corps physique. Quand il y a une communication, une intuition, un message qui doit être passé, un message qui doit être passé ne veut pas dire un message qui doit vous être imposé pour que vous puissiez faire quelque chose. Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas de phrase qui commence par il faut ou tu dois. D'accord? Donc c'est pas pour vous imposer, mais on veut vous passer un message du style bon écoute, dans ton incarnation, t'avais pas forcément prévu ça, quoi. T'avais pas forcément prévu d'être dans des relations si toxiques dans lesquelles tu t'éteins petit à petit, t'avais pas forcément prévu ceci ou cela, juste tu te rappelles de ça ou pas. Ça essaye de vous passer le message, donc ça passe d'abord des voies supérieures jusqu'aux voies énergétiques, aux voies éthériques, ça parle à votre corps émotionnel, ça parle à votre corps physique, en dernier lieu. Et quand ça parle au corps physique, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce message, lorsqu'il est plus dans l'énergétique et qu'il est plus dans l'éthérique, qu'il arrive dans le physique? C'est toujours un message, mais comment il s'appelle? Il s'appelle la maladie.
Enfin, je dis un maladie, la maladie. Et pourquoi un mal qui a dit? Alors ça, on va régler ça tout de suite parce que tout le monde se prend la tête avec ça. Il faut être clair. Pourquoi on doit toujours apprendre par le mal la douleur? On l'a pensé tous une fois ou pas? Oui? Hein? Ben parce que j'ai jamais vu personne évoluer grâce à un orgasme. Si à chaque fois que vous faites un truc vraiment grave qui vous emmène en bas du précipice, vous avez la plus grande des jouissances, bah écoute, j'y vais, hein. On y va dans le trou, bah ça apprend rien. C'est génial le plaisir, mais malheureusement, ce qui est le plus communicatif et le plus formateur, bah c'est la douleur. Alors, genre, c'est pas moi qui ai fait les lois, faut pas m'en vouloir de vous l'expliquer, mais on est d'accord ou pas que en général, on retient mieux quand on y a méchamment perdu quelque chose que quand tout se passe bien et qu'on nous fait une petite récompense. Pourquoi tous ces politiciens et tout ça font tous les mêmes conneries? Parce qu'ils apprennent que dans le plaisir. Ah, t'as fait mal, médaille, tiens. Ah, tiens, parachute doré, hein. T'as trahi des gens. Ah, puis t'as été crime contre l'humanité. Allez, médaille d'honneur. Donc, évidemment qu'ils changent rien et qu'ils apprennent pas. Le jour où on lui dit, ah, t'as fait mal, bouge pas, on te coupe un bras. Comme ça se fait dans certains pays encore. Normalement, deuxième fois, il fait pas mal. Et au bout de 2 bras, de toute façon, ça va être compliqué de faire mal, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de... On est bien d'accord qu'il est 3h moins. Et j'ai combien de temps de conférence? 50 minutes? Je les ai déjà passées. C'est dur pour moi. Je suis désolé, c'est ma première conférence. Je ferai mieux, hein. Donc, ce que je voulais vous dire, en gros, dans votre souveraineté, c'est qu'on choisit souvent inconsciemment, la façon dont on réagit aux choses. Mais on peut réagir consciemment d'une façon qui est la nôtre et qui est souveraine. Comme je vous le disais avant, suivant si on a passé une bonne soirée, l'exemple avec le gars qui passe en moto et tout, la plupart des choses sont toujours les mêmes, mais vous avez le pouvoir de réagir différemment. Ce qui va permettre ça, ça va être quand vous vous serez accordé du temps, quand vous aurez dit non pour vous dire oui, quand vous aurez pris du temps pour nature, quand vous aurez fait attention à votre alimentation, il s'agit pas d'être sage, hein. Quand on parle de bon sens et de pratiques qui font du bien, on n'est pas, enfin chez moi, on n'est pas pour rentrer dans un nouveau dogme ou une nouvelle doctrine religieuse, hein. J'ai dépassé, hein. Oui. Ouais. Il y a quelqu'un. Est-ce que j'ai 5 minutes pour clôturer? Ah, 5 minutes peut-être pas. 3, 2, 1. Ils m'ont menacé. Ah ouais. 2 minutes. Si jamais, on peut être à côté, puis discuter peut-être un peu au sac plus réduit. Oh, bon, mais je vais vite clôturer. Je clôture, je prends 1 minute 2. Ok. Alors, on va faire quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps de me présenter, mais je sais pas est-ce qu'il y en a d'entre vous qui me connaissent pas du tout? Ok. Alors, j'aurais pas pensé qu'ils se foutaient là. C'était dimanche. Ok. Alors, sachez tous, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mon bien-être autonome par Eleos Madi. Si vous tapez Eleos Madi, je crois que tu as pris des cartes au besoin, mais si vous tapez Eleos Madi sur YouTube, vous allez trouver une chaîne où je parle de plein de choses, dont la souveraineté est mon sujet principal. Je sais pas si on peut dire psychothérapeute ou hypnothérapeute dans mon activité. Je suis dans mon activité hypnothérapeute et des fois je suis un sacré truc. Et je suis aussi hyper sympa par moment, des fois je suis drôle. Mais disons que voilà, ce que je pratique moi, c'est l'accompagnement aux gens. Je les accompagne sur l'aspect psychologique. Vous n'irez pas recevoir un massage chez moi, à part si vous êtes vraiment super bien roulé et puis que vous me faites un effet de dingue, mais normalement pas. En général, c'est plus psychologique ce qui se passe. Oui, ça m'arrive d'être fou et vulgaire. Donc, je vais vous accompagner d'une façon psychologique parce que j'ai ces bagages-là. J'ai appris la programmation neurolinguistique, l'approche systémique, l'hypnose ericksonienne, et c'est un des bagages qui m'est très favorable. Mais là où j'exerce beaucoup, c'est plus dans un aspect spirituel, dans le sens où je vais vous accompagner à voir ce qui se passe. Alors, on va s'entendre sur le nom de vie antérieure, mais disons d'autres mémoires, de choses qui seraient coincées, parce que vous verrez, toutes les conférences qui sont là aujourd'hui vous parleront de différentes choses pour parler de la même chose, mais en gros, vous avez des bobos, des problèmes, des soucis, des choses que vous ne parvenez pas à dépasser, et même si vous croyez que la nature de cette chose commence à votre enfance ou autre, finalement, parfois, c'est des réactivations de mémoires plus anciennes qui se mettent en place et qui s'allument aujourd'hui pour vous dire, tiens, tu vois, ça peut être le bûcher, ça peut être le machin, ça peut être un vœu de chasteté, de pauvreté, de silence, peu importe. Moi, je règle ces choses-là avec les gens. En général, c'est une séance qui est une grosse séance de 2-3 heures, voire 3 heures et demie, et il n'y en a pas besoin de 150, et ça se passe d'une façon qui est assez faux-folle, et je suis assez... et en visio, et en présence. Je peux le faire. Je suis dans la région de Payen de Verdon-Pierre. Voilà.
Mais je travaille énormément avec le Québec, la Belgique et d'autres endroits loin où on a développé le visio, ça se passe bien pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Je m'appelle Johan, et puis je vais quand même juste une petite minute pour ceux qui en ont envie, vous laisser poser des questions. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose que j'ai pas eu le temps de développer? Alors moi, je peux dire, j'ai bien apprécié, j'ai pas de questions. J'ai fini, c'est bon, vous pouvez laisser ouvert. Vous avez, si à la limite, il a parlé d'une petite salle, si vous voulez, je pars pas tout de suite, je me mets à côté. Et puis si vous voulez qu'on aille gratouiller sur des sujets ou des machins, poser des questions. Ça vous va, voilà? Ok, c'est parti. Merci. Merci.